Le 13 juillet 2011, en fin de matinée, la brigade de surveillance du littoral de Lorient reçoit l'appel de 2 plaisanciers. Au téléphone, les vacanciers indiquent avoir trouvé une valise suspecte flottant entre 2 eaux. Ce jour-là, Bertrand Kerr est de garde. C'est lui qui se rend sur les lieux. Quand ils ont voulu la hisser, la toile s'est un peu déchirée et ils ont aperçu de la chair. C'est tout ce qu'on a au départ. Et nous, on intervient. À ce moment-là, on essaie de voir, parce qu'on est beaucoup plus bas que le voilier, sur l'eau. Et donc, effectivement, on voit un pied. Voilà. L'affaire commence là. Pour hisser la valise à bord du Zodiac sans la déchirer davantage, il faudra l'aide de plusieurs plongeurs. Car elle est lestée avec des poids d'haltères attachés par des cordages. Manifestement, quelqu'un a voulu se débarrasser d'un corps. J'ai pensé soit un clandestin qui est décédé en France, et bon, on veut cacher sa venue en France. Une fois qu'on a ouvert la valise, là, on s'est rendu compte que c'était un meurtre, parce que bon, il y avait quand même du film autour de la victime, et c'est vrai que là, on se dit, bon, bah là, c'est quand même plus quelqu'un qu'on veut dissimuler et cacher la mort de quelqu'un, tout simplement. Donc, voilà. La valise et le corps qu'elle contient sont emportés à la morgue de l'hôpital de Lorient. Le médecin légiste enlève alors le film plastique qui entoure le corps de la victime et le ruban adhésif qui recouvre son visage. Une reconstitution faciale est réalisée. L'homme est de type méditerranéen. Il mesure 1,79 m, est âgé d'une 50aine d'années. Il est mort par asphyxie. Son corps aurait séjourné environ 3 semaines dans l'eau de mer. Une information judiciaire pour séquestration et assassinat est ouverte. L'affaire est confiée à la procureure Christine Lecrom. Pour élucider le crime, il faut avant tout identifier ce corps. Mais cela s'avère très compliqué. Le corps ayant séjourné un certain temps dans l'eau, les empreintes digitales sont peu exploitables. Dès lors que la personne n'a jamais été condamnée, son ADN est enregistré nulle part. Donc ces éléments-là ne vont rien donner dans les premiers jours et les premières semaines d'enquête. Les gendarmes décident de publier le portrait de la victime dans la presse, sans résultat. Personne ne reconnaît l'homme. Aucune famille ne se manifeste. Il ne reste alors plus qu'une seule possibilité, remonter la piste de tous les objets trouvés avec le cadavre. Des vêtements, une ceinture et un trousseau de clés. À Lorient, une cellule d'enquête s'installe dans les locaux de la brigade maritime. 10 hommes travaillent sur cette affaire à plein temps. Les vêtements ne donnent rien, la ceinture non plus. Les enquêteurs comprennent très vite que leur meilleure chance, c'est la clé, car elle est numérotée et relativement rare. À partir de cette clé sécurisée, on est remonté au fabricant. Donc, le fabricant de cette clé nous a donné une date de fabrication et un nombre d'exemplaires de serrures et de clés de ce type qui ont été fabriquées. Il s'agissait de 399 serrures, fabriquées à une date bien précise. Donc nous avions déjà cerné à peu près le nombre potentiel de portes équipées de cette serrure. 399 portes qui s'ouvrent avec ce type de clé partout en France. Les gendarmes maritimes veulent toutes les localiser. Le fabricant fournit une liste de 54 grossistes et chacun d'eux fournit à son tour la liste des détaillants qui leur en ont commandé. Des centaines de serruriers à interroger sur tout le territoire. Un travail de fourmi. Ces visites aux serruriers ont duré un an, et c'est au 150e, 149e, 150e qu'on a eu cette correspondance entre la serrure installée par le serrurier et la clé qu'on avait retrouvée sur notre cadavre. Ce 149e serrurier, c'est lui. Michel Legrand est installé au Pré Saint-Gervais, juste à côté de Paris. Et c'est grâce à un exceptionnel concours de circonstances qu'il a pu aider les gendarmes. Premier coup de chance, quand les enquêteurs viennent le voir et lui montrent la clé, le serrurier se rappelle avoir changé une serrure de ce type à peine 15 jours avant, dans un appartement dont le locataire était justement absent depuis des mois. Mon syndic m'avait dit que l'appartement était vide depuis 6 mois, il ne savait pas trop où était le locataire.
Donc il y avait une fuite d'eau dans l'appartement et on nous a demandé de changer la serrure pour pouvoir réparer la fuite d'eau. Donc moi, me rappelant de cette intervention et sachant que ce locataire était parti depuis 1 an, donc j'ai dit à la police que c'était peut-être cet appartement-là. Deuxième coup de chance, le jour où il avait changé cette serrure, l'artisan avait décidé de garder l'ancienne. Et c'est cette vieille serrure, conservée par miracle, qui correspondra à la clé du mort de la valise. Des fois, on garde des choses, voilà, on a des vieilles pièces, on garde des fois pour remplacer pour les pièces usagées, on récupère quelques pièces à l'intérieur. Donc voilà, c'était pour dire qu'on avait encore la pièce et c'était le coup de chance, quoi, parce que c'est vrai que souvent, ça s'en va à la ferraille. Le serrurier Legrand va donc permettre aux gendarmes de localiser la porte qu'ils cherchent depuis si longtemps. Un immeuble chic des beaux quartiers parisiens, tout près de la place de la Madeleine. L'appartement en question se trouve côté chambre de bonne, au 4e étage. À l'intérieur, les gendarmes maritimes découvrent des papiers d'identité. L'occupant s'appelle Farid Ouzane, il est marocain, il a effectivement disparu depuis 1 an. Des prélèvements ADN effectués dans l'appartement prouveront que ce locataire et la victime dans la valise sont une seule et même personne. 18 mois après la découverte de la valise, l'enquête sur les circonstances du meurtre peut enfin commencer. Qui a tué Farid Ouzane ? L'homme évolue dans le monde de la nuit à Paris. Ce petit proxénète est bien connu des services de police. Il est même indicateur de la brigade des mœurs. Les gendarmes maritimes qui poursuivent l'enquête apprennent que Farid Ouzane est notamment lié à ce salon de massage érotique, aujourd'hui fermé, situé près de la place de Clichy. Les gendarmes interrogent les 2 femmes qui y travaillent. L'une des 2 jeunes femmes est d'origine bretonne, originaire de Lorient. Et évidemment, là, on a commencé à faire le lien et à voir que les investigations nous menaient dans la bonne direction. Les 2 jeunes femmes apparaissent sur le site internet de ce salon de massage érotique. Sabrina, 28 ans, la patronne du salon, a été la compagne de Farid dans le passé. Élodie, 26 ans, est son employée. C'est elle, la bretonne. Au moment de la mort de Farid, elle travaille pour Sabrina depuis quelques mois. Devant les gendarmes, les 2 femmes ont des versions totalement différentes. Sabrina nie toute responsabilité dans l'affaire. Élodie, en revanche, craque immédiatement. Elle raconte aux enquêteurs qu'elle et sa patronne sont effectivement impliquées dans le meurtre de Farid Ouzane. Elle explique que le 21 juin 2011, comme souvent, Farid Ouzane aurait rendu visite à Sabrina au salon. D'après elle, une dispute éclate entre eux. La jeune fille ne sait pas s'il est question d'argent ou de conflit personnel, mais la confrontation s'envenime et des coups commencent à partir. Pour Maître Cohen-Saban, l'avocat d'Élodie, celle-ci n'est que le témoin de la suite des événements. Sabrina, selon Élodie, se lève, lui met un coup sur la tête, il tombe, il se relève, il s'assoit. Sabrina est un peu en panique. Elle appelle Élodie, elle débranche un câble d'une imprimante, si mes souvenirs sont bons, ou d'un fil électrique quelconque. Elle lui passe autour du cou, elle dit à Élodie de tenir le câble, elle tire. Élodie n'y arrive pas, jette ça, s'en va vomir. Enfin, on est dans une scène délirante. Et Élodie indique qu'au terme de ce que je viens de vous décrire, elle n'est pas là physiquement lorsque la mort de ce malheureux intervient. Élodie raconte avoir ensuite aidé sa patronne à se débarrasser du corps de Farid. Elle n'a pas la force, elle, de dire je m'en vais, je vais dénoncer ça. La police, elle n'y arrive pas. Elle va suivre les instructions que lui donnera Sabrina, et c'est là qu'on va assister à l'achat de la valise. C'est dingue. Il faut acheter une valise, il faut l'enfermer. Le gars est mort, il faut l'enfermer. La rigidité cadavérique commence à intervenir. On le met dans la valise. Puis on l'emmène où, cette valise ?
Les deux femmes prennent un taxi, direction la Bretagne. Dans la nuit, elles parcourent les 500 km jusqu'à Lorient. Là-bas, le père d'Élodie, que sa fille paniquée a appelé à l'aide, les attend. Au petit matin, il les emmène au port et embarque la valise sur le bateau d'un ami pour jeter le corps à la mer. Cette version des faits, Sabrina, elle, l'a toujours contestée. Selon Maître Aboukaya, l'avocate qui l'a assistée au début de l'affaire, Sabrina affirme n'avoir rien fait et ne pas comprendre pourquoi Élodie la mêle à cette affaire. Tout repose sur les déclarations d'une jeune femme qui est présentée, y compris par son propre milieu, comme quelqu'un de fragile psychologiquement. C'est sur la foi de ces déclarations de cette femme, et qui ne sont pas vraiment corroborées par l'instruction à ce stade, que ma cliente se retrouve mise en examen. De retour à Paris, les deux femmes se séparent pour ne plus se revoir. Sabrina continue à travailler au salon de massage. Élodie, elle, tente de changer de vie radicalement. Ironie du sort, elle passe le concours de gardien de la paix, avec succès. Mais elle sera arrêtée juste avant d'entrer à l'école de police. Aujourd'hui, Sabrina et Élodie sont incarcérées, mises en examen pour séquestration et assassinat. Quant au corps de Farid Ouzane, il a enfin pu être rendu à sa famille et être inhumé chez lui, au Maroc. Cathy a fait 600 km en voiture pour rendre visite à sa mère, incarcérée à la prison des femmes de Versailles. Elle a des problèmes de santé, elle fait des AVC, l'arthrose y prend le dessus et je ne sais pas dans quel état je vais la retrouver. Le 22, ça fera 4 mois quand même, c'est pas rien pour une personne de 77 ans. Bonjour. La mère de Cathy, Marie-Thérèse Garcia, est mise en examen pour meurtre en bande organisée, soupçonnée d'être au cœur d'une affaire sordide. Un crime qui remonte à 28 ans. La victime s'appelait Corinne Didio. Elle a été un temps la belle-sœur de Marie-Thérèse. Corinne a disparu en 1995. Son corps, découpé, a été découvert dans une malle flottant sur la Seine. Ses mains et sa tête n'ont jamais été retrouvées. La fin tragique d'une vie rocambolesque, où se mêlent grand banditisme et rivalité amoureuse. Un drame dont Marie-Thérèse Garcia jure depuis toujours ne rien savoir. Elle dit que c'est complètement absurde. La juge, je pense qu'elle veut la faire craquer. Mais il n'y a rien à espérer puisqu'elle est innocente. Donc ça peut durer longtemps. Et ma mère, il faut qu'elle sorte, parce qu'elle a 77 ans. Donc j'aimerais pas qu'elle sorte les pieds devant, si vous voyez ce que je veux dire. Marie-Thérèse Garcia vivait jusqu'ici dans cette coquette ville des Yvelines, non loin de Rambouillet. Elle y a fait construire cette maison dans les années 70, juste en face de chez Monsieur le maire, Jean-Claude Batteux. Ça fait 34 ans que je vis devant Marie-Thérèse Garcia. Je n'ai jamais eu un problème de voisinage avec Marie-Thérèse Garcia. Il est vrai que Marie-Thérèse a un caractère affirmé. Ça, c'est pas une découverte. Mais si vous voulez, j'en ai d'autres dans la commune. Elle avait sa vie dans laquelle on ne pénétrait pas. Elle avait sa vie. Mais quand je passais en voiture, qu'elle était sur le trottoir, salut Marité, salut Jean-Claude. Plus discrètement dans le quartier,
On raconte aussi que Marité n'était pas une voisine comme les autres. Tout le monde sait qu'en 1979, elle a été arrêtée après un vol à main armée à la poste du village d'à côté. Que pendant plusieurs années, elle a été en couple avec Francisco, un Espagnol braqueur notoire. Interpellé en France en 1994 devant les caméras de télévision. Allez, hop, voilà. Francisco Marquez Lopez est condamné à 25 ans de prison en Espagne pour attaque de banque. Depuis 1992, il vit en France, près de Rambouillet. Sur ces images, Marie-Thérèse, visage flouté, qu'est-ce qui se passe? Assiste à la perquisition de sa maison. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Dans la famille Gomez-Marquez, il y a Francisco, mais aussi son frère, également braqueur et trafiquant de drogue. Il s'appelle Antonio. Dans les années 80, il rencontre une jeune Française, Corinne Didio. Ensemble, ils ont un fils, et le couple côtoie régulièrement Francisco et Marie-Thérèse. Mais l'histoire d'amour tourne mal, et Antonio kidnappe leur enfant. Ces entretiens sont enregistrés. Et je pense à l'époque, Corinne contacte un avocat, Joseph Cohen-Saban, un habitué des affaires de grand banditisme. Je vois arriver une jeune femme très agitée, très déterminée, vindicative. On lui a enlevé son bébé, quoi, son petit. Il a 2-3 ans à l'époque, je crois. Elle est dans un état de nerfs insensé. Elle veut remuer toute la terre. Elle veut composer un commando. Elle est convaincue qu'il est en Espagne. Elle voulait se faire justice elle-même et récupérer le gamin et le ramener en France sous son bras. Elle m'avait dit à l'époque qu'elle connaissait du monde capable de le faire et qu'elle paierait jusqu'au dernier centime ce qu'elle devait. Avec l'aide de l'avocat, la police française retrouve le garçonnet et Antonio est condamné pour l'enlèvement. De l'instant où je fais cette équation entre la réapparition d'Antonio, la disparition de Corinne et le départ du petit avec son père en Espagne, que voulez-vous que je pense? Je pense qu'il est impliqué, évidemment, avec un objectif qu'il n'avait jamais quitté et qu'il a gagné. Il a atteint cet objectif, avoir son fils. Même s'il n'y a aucune preuve, de lourds soupçons pèsent sur Antonio, l'ex-compagnon de Corinne. Mais bientôt aussi sur Marie-Thérèse, la belle-sœur. En 2004, une femme se présente à la brigade criminelle de Versailles. C'est la fille cadette de Marie-Thérèse, et elle prétend que sa mère est impliquée dans le meurtre de Corinne Didio. Nous l'avons retrouvée. Elle s'appelle Nancy. Elle a 55 ans aujourd'hui. Elle a toujours entretenu des relations difficiles avec sa mère, mais c'est à la fin des années 90 que les liens sont définitivement rompus
quand Nancy se met en couple avec Francisco, le compagnon de sa mère. Et celui-ci lui aurait fait des confidences au sujet de celle qu'elle appelle désormais Madame Garcia. On est venu à discuter de ça et en fait, c'est là où il m'a dit que Madame Garcia était venue le voir en prison et lui a expliqué comment elle a éliminé Corinne Ditio. Elle était en train de discuter avec Corinne en fait dans la salle à manger et en fait ils sont arrivés par derrière et ils ont attrapé Corinne et ils ont commencé à l'étrangler et apparemment ils ont eu du mal à l'étrangler et ensuite ils l'ont descendue dans le garage pour la découper. À ce moment-là, quand la Garcia lui a raconté ça, de ce qu'il m'a dit, il était emprisonné. Donc elle a quand même dit ça au parloir. Je pense que d'apprendre ça, quand même, il avait ça sur la conscience, je pense. Du fait de m'en parler, ça l'a peut-être soulagé. Francisco prétend ne pas savoir qui étaient les autres personnes présentes qui auraient commis le meurtre. En tout cas, devant la police, il confirme la déposition de Nancy et explique que Marie-Thérèse avait des raisons d'en vouloir à Corinne. J'ai eu une aventure avec Corinne. Marie-Thérèse l'a su quelque temps plus tard. Marie-Thérèse a menacé Corinne dans le style « Tu me le paieras ». Elle m'a dit qu'elle avait eu sa vengeance, qu'elle s'était occupée de Corinne. Même si les enquêteurs prennent avec prudence cette dénonciation tardive sur fond de conflit familial, ils décident d'interpeller Marie-Thérèse chez elle. À l'époque, elle a la garde de l'une de ses petites filles, Jessica. J'arrive de l'école et là je vois des pelleteuses dans le jardin et je me dis bon, j'avais pas le souvenir qu'on avait prévu de faire des travaux. Donc du coup je descends et là je vois beaucoup de monde et là on m'explique que en fait c'est perquisition, prélèvement. Ils cherchaient une tête et ils cherchaient des mains ou des bras ou quelque chose comme ça. Évidemment, ils n'ont rien trouvé. C'est sûr que ma grand-mère, elle va être en train de découper Corinne dans le garage pendant que moi, je vais être en train de manger mon petit Suisse dans la cuisine. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Moi, je vivais chez ma grand-mère à cette époque. J'étais pas la seule à y vivre. Enfin, voilà, j'en suis sûre et certaine. Ma grand-mère, elle aurait jamais été capable de faire une horreur pareille. Les fouilles de la maison ne donnent rien. Mais en 2011, un témoignage vient à nouveau jeter le trouble sur le rôle de Marie-Thérèse. Une autre de ses petites filles, la fille aînée de Nancy, est sur écoute dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants. Et au téléphone, elle raconte « J'ai vu des choses dans mon enfance. J'ai vu une femme se faire découper en morceaux. Mais la fille de Nancy meurt dans un accident de voiture. Elle ne sera jamais interrogée sur ses propos inquiétants. Les années passent, la justice lance de nouvelles investigations. Les techniques scientifiques notamment ont évolué. La malle dans laquelle le corps de Corinne a été découvert est analysée. À l'intérieur, il y a 2 cheveux et les experts sont formels. Ils peuvent correspondre à l'ADN de Marie-Thérèse Garcia. Début 2023, enfin, un ultime coup de théâtre fait basculer l'affaire. Coïncidence à peine croyable, Marie-Thérèse est alors concernée par une autre affaire très médiatisée. Elle est la grande-tante de Leslie Orelbeck, une jeune femme assassinée à Niort en compagnie de son petit ami Kevin. En mai dernier, Marie-Thérèse Garcia accorde même une interview à la radio. C'est même pas un assassinat, c'est un massacre. Aujourd'hui, c'est même plus de la colère, ni j'ai de la rage envers ces gens-là. C'est pas des êtres humains. Au cours de l'enquête sur la disparition du couple, l'une des conversations de Marie-Thérèse Garcia a été enregistrée par les enquêteurs. Il vaut mieux qu'ils les chopent avant qu'on sache qui c'est. Parce que moi, je vais leur emmener, mais en morceaux dans une valise. Voilà. J'en ai rien à faire. J'ai pas d'état d'âme, moi. Je suis une véritable... Je suis capable de te faire un grand sourire et de te dire bonjour. Avec l'autre main,
Je te plante un coup dans le dos. 5 mois plus tard, elle est mise en examen pour enlèvement et meurtre en bande organisée, puis incarcérée. Sandrine Pégan, son avocate, se dit stupéfaite que la justice érige en indice grave des propos tenus sous le coup de la colère et sortis de leur contexte. Quant aux résultats des expertises ADN, connus depuis plusieurs années, ils ne sont, selon elle, pas plus probants. Les éléments pileux qui sont retrouvés dans la malle appartiennent en effet, d'après les expertises génétiques, à Madame Garcia, dans son ADN en parentèle. Ça veut dire qu'en fait, c'est son ADN, mais ça peut être aussi de sa lignée maternelle. Donc ses filles, petites filles, donc c'est pas véritablement son ADN à 100%. Et si on ne retrouvait que cet élément pileux-là avec l'empreinte génétique de Madame Garcia dans la malle, ok, ce serait une très bonne aubaine pour la justice. Sauf que il y a énormément d'empreintes génétiques qui appartiennent à d'autres personnes. Et c'est ce qui est inadmissible dans cette procédure. Pourquoi seule Madame Garcia est aujourd'hui mise en examen pour meurtre en bande organisée et incarcérée, alors qu'on retrouve l'empreinte génétique de d'autres personnes qui, elles, véritablement, avaient un mobile pour pouvoir en arriver à ce geste malheureux et dramatique envers Corinne. La fameuse malle appartenait très certainement à Corinne Didio. Plusieurs témoins se souviennent l'avoir vue à son domicile, cette petite maison de trappe dans les Yvelines. Les experts ont découvert sur l'extérieur de cette malle plusieurs traces génétiques de personnes proches de Corinne, dont celle d'Antonio, le père de son fils. Celui-ci n'est pourtant pas, à ce stade, inquiété par la justice française. Il se trouverait toujours en Espagne. L'avocate de Marie-Thérèse Garcia pointe aussi du doigt un autre homme, suspecté au tout début de l'enquête. D'après moi, d'après les informations, Jean-Jacques Maurice. Il y a peut-être effectivement une tentative d'évasion. Un braqueur de banque, ici interrogé par la télévision durant l'un de ses procès. Ce début de tentative d'évasion. Corinne le fréquentait dans les années 70. À l'époque, Louis-Philippe Roubat les connaissait bien tous les deux. Il se souvient que durant les années 80, Jean-Jacques soupçonnait Corinne d'avoir donné des informations à la police, d'être une balance. Jean-Jacques m'avait expliqué qu'il fallait à tout prix qu'elle paye et disait à qui voulait l'entendre qu'il voulait à tout prix tuer Corinne. Après, je vais retrouver Corinne longtemps après, je crois dans les années 90. Elle me dit, tu sais Philippe, je vis caché. C'est la 3e fois que je change d'appartement, je suis ici, je suis là. Surtout, je t'en prie, ne dis jamais à personne que j'habite ici. Il y a Jean-Jacques qui me cherche toujours. Et sa terreur, à ce moment-là, début des années 90, de sa bouche à elle, ne venait que de Jean-Jacques, de personne d'autre. Mais l'homme, en proie à de sévères troubles psychiatriques, s'est pendu en prison en 1997. Selon nos informations, la justice a récemment ordonné l'exhumation de son corps afin de comparer son ADN aux traces génétiques inconnues retrouvées sur la malle. Marie-Thérèse Garcia reste présumée innocente. 28 ans plus tard, l'enquête sur le meurtre de Corinne Didio est loin d'être terminée.